Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. L'Institut pour la recherche en santé publique est ravi de vous accueillir pour ce 5e café de l'IRESP. Pour ceux qui nous rejoignent, nos cafés se présentent comme des formats courts d'une demi-heure tonique et dont l'objectif est de valoriser des résultats de recherche financés dans le cadre de nos appels à projets. Notre pari est de consacrer une partie du café à la présentation de résultats d'une recherche finalisée ou qui arrive à son terme, puis d'échanger tous ensemble sur le sujet. Avec ce format synthétique, nous souhaitons ouvrir la recherche à celles et ceux qui n'ont pas toujours la possibilité de consacrer des temps longs autour de résultats de recherche ou qui veulent découvrir une nouvelle thématique de santé publique ou qui simplement veulent passer un moment riche avec un scientifique à l'heure du café. Pour ce 5e café, nous sommes ravis d'accueillir Madame Judith Muller, médecin épidémiologiste, professeure à l'École des hautes études en santé publique, le HESP, et chercheur à l'Institut Pasteur. Madame Muller nous présentera les résultats du projet intitulé PrEV-HPV, vaccination contre les papillomavirus, comment en parler avec les adolescents. Le projet PrEV-HPV est financé par l'ITMO Cancer Avicen, Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé, dans le cadre du programme Plan Cancer 2014-2019 et coordonné par l'IRESP. Un temps d'échange d'une dizaine de minutes est prévu en fin de ce café. Alors n'hésitez pas à poser à tout moment vos questions par écrit dans le chat et nous les distribuerons à Madame Muller juste après sa présentation. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Muller et je vous souhaite un bon café à tous. Très bien. Donc, j'espère que vous voyez bien l'écran avec ma présentation. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup à l'IRESP pour cette invitation, pour partager les résultats de ce projet PrEV-HPV, plus précisément de la phase diagnostique, quelques éléments de cette phase diagnostique. Je vous explique un peu les origines du projet PrEV-HPV. Donc, le projet a été créé lors de l'appel à manifestation d'intérêt dans le cadre du plan cancer. C'était en 2018. Il y avait donc 8 équipes qui ont été sélectionnées pour mener ensemble un projet de recherche interventionnelle avec l'objectif de développer et évaluer des interventions qui vont augmenter la couverture vaccinale contre les HPV dans la population française et donc notamment les adolescents. Vous voyez les différentes équipes à gauche avec les différents responsables et donc ce sont des équipes de recherche mais aussi d'action en santé publique et de médecine générale qui se sont joints pour développer ensemble ce projet qui est actuellement en cours. Alors, il y a 3 phases dans ce projet. Une phase diagnostique qui est donc l'objet de ma présentation aujourd'hui, pendant laquelle nous avons fait un état des leviers et barrières à la vaccination HPV en France. Une phase de co-construction pendant laquelle les composantes de l'intervention à évaluer ont été construites. Et puis, troisièmement, une phase expérimentale qui est actuellement en cours. Vous voyez la carte de la France à droite avec les différentes académies qui participent à cette phase expérimentale pendant laquelle les composantes de l'intervention sont mises en œuvre et nous évaluons actuellement leur efficacité et aussi d'autres indicateurs, mais notamment l'efficacité pour augmenter la couverture vaccinale. Alors, une intervention à 3 composantes, c'est finalement présenté ainsi, avec 2 composantes qui ont lieu dans les collèges. La première est éducation, motivation, mobilisation. Il s'agit de réunions d'information à destination des parents, des élèves, de séances éducatives à destination des élèves en classe de 3e et 4e, et puis aussi un accompagnement des intervenants. La deuxième composante au collège était facilitation d'accès, autrement dit, des journées de vaccination au sein des collèges organisées avec l'appui des centres de vaccination dans les régions, dans les départements concernés. Et puis, au niveau des communes inclus, il y a donc la formation des médecins généralistes avec la mise à disposition aussi d'un outil d'aide à la décision. Donc, notre projet que je vais présenter aujourd'hui, il s'intègre donc dans cette partie
éducation, alors information, mobilisation. Et donc, on se trouvait donc, avec la mission de faire la promotion vaccinale auprès des adolescents au collège. Nous avons co-construit différents formats et des contenus pour les salles en classe, alors les supports d'enseignement, des vidéos, un jeu sérieux, et puis aussi des questionnaires pour évaluer les connaissances, attitudes et pratiques. On s'est rendu compte assez rapidement qu'il y a peu de preuves scientifiques disponibles sur le contenu à privilégier dans la communication aux adolescents, non seulement pour améliorer les connaissances, mais aussi pour faciliter les attitudes positives, parce que la science en psychologie, en promotion de la santé, a bien démontré que les connaissances n'entraînent pas forcément des attitudes positives et un changement de comportement. Alors concrètement, quelles questions est-ce que nous avions pour optimiser cette communication sur les HPV? Par rapport à la maladie, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut privilégier la communication sur les verrues génitales, telles sur les cancers, car les verrues sont moins effrayantes et plus proches dans le temps par rapport à la situation des adolescents. Comment rassurer sur la sécurité du vaccin, sans ignorer tout à fait, néanmoins, les questionnements qu'il y a eu dans le passé, notamment avec les résultats de l'analyse de l'ANSM concernant le syndrome de Guillain-Barré après vaccination HPV. Ces résultats de l'analyse française n'ont pas été confirmés dans d'autres pays, malgré de nombreuses études de qualité qui ont été menées. Et récemment, il y a aussi la publication d'une méta-analyse qui démontre bien que voilà, cette observation, ce signal n'a pas été confirmé. Donc, normalement, il faut partir du principe que le vaccin est sûr et n'a pas de lien avec ce syndrome. Troisième point, la protection indirecte. Donc, le fait que la vaccination d'une personne protège aussi les autres personnes en contact avec cette personne vaccinée. Alors, ce phénomène ou ce principe, ce concept contribue bien à la justification de la recommandation du vaccin HPV aux garçons. Et selon les observations en Australie, on sait aussi que la forte couverture permet d'arrêter la circulation des virus concernés et de faire disparaître le cancer de col de l'utérus des futures générations de femmes. Mais cette information, est-ce qu'elle ne serait pas trop complexe pour la communication aux adolescents? Comment la formuler? Quatrième point, c'était le conformisme social, donc c'est un concept psychologique. Alors, la communication sur la vaccination porte souvent sur une couverture insuffisante. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt dire 30%, par exemple, pour reformuler cette information? Eh bien, faut-il mentionner le fait que les couvertures sont pas très élevées dans d'autres pays. Là, on pense notamment en Angleterre et au Portugal, où les couvertures sont au-delà des 80%, notamment parce qu'il y a des campagnes dans les collèges. Dernier point, c'était la question, est-ce qu'il faut mentionner la transmission sexuelle des HPV? Est-ce que cette notion pourrait gêner les collégiens en 4e, 3e? Alors, comment évaluer ces formulations? Parce qu'on ne peut pas forcément poser la question directement aux adolescents. Ils ne seraient peut-être pas en mesure de dire, oh, comment, qu'est-ce que je préfère? Nous avons eu recours à des méthodologies, des études conjoint bac. Ce sont des expérimentations au choix discret. Donc, c'est une méthodologie qui vient de l'économie du comportement. Et pendant ces études, il est demandé aux participants de faire des choix lors de différents scénarios hypothétiques. Et les préférences sont ensuite relevées indirectement en analysant, avec des méthodes statistiques, les séries de choix. Alors, nous sommes dans des études de marketing sur les vaccins. Typiquement, ont été évalués jusque-là le prix, l'efficacité, la voie d'administration. Mais ici, nous avons utilisé cette méthode pour optimiser la communication. Le marketing social, où il s'agit moins de craindre les anti-vax, mais plus d'adapter la communication pour convaincre ceux qui pourraient soit accepter, soit refuser en fonction de ce qui est dit. Ici, donc, en vue d'une recherche interventionnelle pour augmenter la couverture vaccinale, nous avons essayé de pré-tester les contenus et les formulations de communication. Alors, la collecte de données, elle a eu lieu pendant une enquête en ligne, auto-administrée, pendant le temps des classes au collège chez les élèves de 4e et 3e.
Chaque participant a vu 10 scénarios qui incluaient une situation hypothétique qui était une campagne vaccinale au collège. Vous voyez à droite la partie grisée, un rappel de la situation imaginaire. Et donc, les différents scénarios se distinguaient par l'information qui serait donnée par une infirmière scolaire. Et vous voyez ici, scénario 6, pour un exemple, vous avez 4 informations qui ont donc varié en fonction des scénarios. Et à chaque scénario, le participant était demandé de décider pour ou contre l'inscription à la vaccination au collège. Et puis, en deuxième partie, nous avons aussi demandé à quel point la personne était sûre ou certaine de la décision prise. Donc, on pouvait être très décidé sur une échelle de 10, on pouvait être très sûr de cette décision ou bien pas très convaincu de la décision. Alors, donc, nous avons recruté dans 5 collèges, 1500 jeunes environ, âgés de 12 à 17 ans, avec 54% de filles. 19% des jeunes disaient que leurs 2 parents avaient un niveau de formation égal ou inférieur au bac, et 77% étaient favorables à la vaccination en général. À travers les petits scénarios, la vaccination a été acceptée en moyenne dans 80% des cas, donc ça correspond à cette attitude globalement assez favorable parmi les participants. Mais il faut aussi dire que 49% des adolescents variaient leur choix selon les scénarios, donc variaient entre refuser et accepter. Et par ailleurs, il y avait 51% donc, qui ont fait le même choix pour tous les scénarios. 45 acceptaient toujours la vaccination, mais 6% refusaient toujours la vaccination. Donc, nous pouvons regarder quels étaient les éléments de présentation, donc les informations qui étaient liées avec une décision favorable pour la vaccination. Alors ici, on doit se limiter à ceux qui ont varié dans leur décision, parce que ceux qui ont toujours accepté, toujours refusé, donc on ne peut pas observer quels étaient les éléments qui ont poussé à un changement d'attitude. Donc, parmi les 49% qui ont changé, varié leur décision, on voit que déjà, parler de la maladie, de quelle maladie on parle, a un impact. Et par rapport à cette moyenne de 72% d'acceptation dans ce groupe avec décision variable, on voit que la vaccination a été plus facilement acceptée si on parlait d'un cancer, même si ce cancer ne survient que dans 20 ans. Et par contre, parler de verrue génitale était plutôt associé avec une moins bonne acceptation. La référence était une maladie avec une forte fièvre et des difficultés à respirer. Pour la connaissance sur les effets secondaires graves, donc nous avons pris comme référence une information qui dit tout simplement le vaccin ne provoque pas d'effets secondaires graves. Comme je vous ai expliqué, c'est quelque chose qui est un peu, voilà, on peut le dire aujourd'hui, néanmoins, il y a un doute, est-ce que les gens qui ont déjà entendu de quelque chose, est-ce qu'ils ne vont pas plutôt être irrités par une information un peu simple si on a déjà vu quelque part qu'il y avait des doutes sur la sécurité du vaccin. Donc, du coup, cette deuxième option, à dire aucun effet secondaire grave n'a été scientifiquement confirmé, on voit qu'il n'est pas significativement différent, moins bon que la version de référence. Donc, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait utiliser. C'est plus exact, ça permet plus d'inclure la notion de suspicion qu'il y a eu, mais il rassure néanmoins. Par contre, on voit qu'il y a des formulations qui font vraiment tomber l'acceptation de plus de 20%, et c'est là où on peut avoir une explication un peu complexe sur un effet secondaire grave qui pourrait être dû au vaccin, et de même parler des bénéfices qui pourraient être plus importants que les risques. Cela veut dire qu'il y a bien un effet secondaire grave. Donc là aussi, ça dissuade fortement en fait à la vaccination. La protection indirecte, donc la référence est que le vaccin ne protège que soi-même. Donc là, on voit qu'on peut augmenter de 5 à 6% l'acceptation si on parle soit du fait que le vaccin permet d'éviter de transmettre l'infection, ou bien qu'on peut faire disparaître la maladie de la population. Donc, ce sont des notions assez motivantes. Par rapport à la couverture vaccinale,
Donc, effectivement, quand on parle tout simplement d'un tiers d'élèves déjà inscrits au collège, donc une couverture de 30%, c'est un peu la traduction, on peut mobiliser davantage que de parler de couverture insuffisante ou que pas assez d'élèves se sont inscrits. Et par contre, quand on fait référence aux autres pays, Portugal, avec plus de 80% des jeunes vaccinés, là, on peut vraiment gagner beaucoup en acceptation de la vaccination. Et enfin, la transmission, en fait, ça ne faisait pas de différence pour les jeunes si on mentionnait les rapports sexuels ou non. En tout cas, la différence n'est pas significative. Il y avait une petite tendance entre les genres, mais pas significative. Finalement, il y a la question, est-ce qu'il y a des sous-groupes? Parce que là, je vous propose des formulations qu'on peut utiliser, qu'il vaut mieux utiliser parce qu'elles portent mieux, tout en étant aussi correctes et vraies. Alors, est-ce qu'il y a des sous-groupes qui réagissent différemment? Alors, nous n'avons pas vraiment trouvé des sous-groupes par rapport à des facteurs visibles de l'extérieur. Il y avait des différences par rapport au niveau d'acceptation théorique entre les collèges. Donc, il y avait des collèges où on acceptait moins la vaccination que dans d'autres, mais les préférences étaient les mêmes dans tous les collèges. Donc, utiliser certaines formulations était toujours favorable pour l'acceptation dans tous les collèges. Nous n'avons pas vu de différence significative entre filles et garçons, ni entre les différents niveaux de socio-économique rapportés par les jeunes. Et par contre, quand nous avons regardé la certitude de refuser chez ceux qui refusent systématiquement, alors c'était que 6% de l'échantillon, mais nous avons trouvé que toutes les formulations n'avaient pas d'impact sur la certitude de refuser. Alors là, il y a bien sûr le problème que certains jeunes n'ont peut-être pas vraiment bien participé, ils ont toujours cliqué de façon mécanique sur des valeurs. Quand nous avons enlevé les participants, ou on avait un doute sur la qualité de la participation, nous avons vu qu'il y aurait même une influence négative de mentionner certains éléments qui étaient perçus comme convaincants par les autres jeunes. Donc là, notamment la perspective de l'élimination de la maladie ou d'une forte couverture dans d'autres pays. Donc là, on l'interprète comme ce phénomène de réactance où des personnes qui ne veulent vraiment pas se faire vacciner, qui sont très opposées par principe, réagissent même avec un peu d'agacement à des arguments qui normalement sont convaincants. Alors, j'ai accueilli la semaine dernière un stagiaire de ce compte pour faire son stage avec moi. Donc, il a d'ailleurs aussi contribué à la préparation des diapositives. Donc, je suis reconnaissante pour cela. Et je lui ai demandé de faire un petit commentaire, rédiger un petit commentaire sur ces résultats. Alors, voici ce qu'il me dit. Donc, je le présente un peu comme la partie prenante qui s'exprime. Donc, il a trouvé les résultats de cette étude très logiques. Les formulations identifiées comme recommandées sont nettement plus attractives à son avis. Un point était moins logique pour lui, l'influence de la couverture vaccinale de 80% dans d'autres pays. Est-ce que c'est un peu la compétition patriotique, comme on le voit au foot, par exemple, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui finalement rassure quant à la sécurité des vaccins? Voilà, il s'est posé un peu cette question. Et puis, il a rappelé que l'infirmière, dans la situation d'une campagne, devrait bien aborder le thème de la douleur et surtout de la taille de l'aiguille qui font peur. Et donc là, il propose de trouver la bonne formulation dans une future étude pour vraiment rassurer les jeunes par rapport à cette interrogation qui est importante. Quel apport est-ce qu'on peut formuler pour l'action publique? Nous proposons d'éviter certaines notions, notamment la couverture insuffisante. On l'a vu dans d'autres études sur d'autres publics et d'autres vaccins. C'est quelque chose qui est vraiment à éviter. On le comprend. Qui veut participer à un programme qui n'est pas un succès, qui est boudé par les autres? Et puis, il faudra aussi éviter la notion des bénéfices-risques. Il y a plus de bénéfices que de risques. La balance bénéfices-risques qui est mal perçue par l'individu qui vraiment souhaite faire cette balance soi-même. Mentionner par contre l'absence de confirmation scientifique d'effets secondaires graves, la protection contre un cancer,
le potentiel pour l'élimination de la maladie et les plus fortes couvertures dans certains pays, ce sont des éléments de communication qui portent. Il n'y a probablement pas besoin de cibler le contenu sur certains groupes. Et par contre, il faut anticiper sur la réactance qu'on peut rencontrer dans certains sous-groupes qui refusent le vaccin par principe. Mais dans la limite que c'est quelque chose qui est comme ça, il faut aussi se préparer et ne pas se laisser déstabiliser. Parce que probablement, c'est tout simplement une constante d'une situation qu'on a dans la promotion vaccinale. Maintenant, la question est, est-ce que cette information, mobilisation dans les collèges, est-ce qu'elle a un impact sur la couverture vaccinale? Mais ça reste à démontrer par le projet PrEP-HPV qui, comme je vous l'ai expliqué, est en train de terminer là au cours du mois de juin. Merci. Et bien sûr, je remercie de nombreux partenaires dans cette étude, mais notamment l'éducation nationale à différents niveaux, qui bien sûr a beaucoup aidé avec la mise en œuvre de cette étude. Merci beaucoup. Alors, merci Madame Muller pour votre intervention. Donc, je vais prendre le relais pour vous poser un certain nombre de questions qui vous ont été adressées durant votre présentation. Donc, la première, c'est d'une infirmière en collège scolaire. Dans le cadre de leur action d'information, a-t-il possibilité d'avoir les supports d'information réalisés? Oui, alors c'est bien sûr prévu dans le projet PrEP-HPV de préparer, à la suite de l'évaluation de l'efficacité et de la faisabilité, de préparer un kit ou mettre à disposition les différents supports pour qu'ils puissent être utilisés en routine dans les collèges. Mais il faut attendre l'évaluation. Voilà, ça fait partie de la démarche de recherche, de d'abord évaluer et après mettre à disposition. Merci. Alors là, une deuxième question. Peut-on se procurer le jeu sérieux évoqué au début afin de l'utiliser? Également, il sera aussi mis à disposition. Alors, les conditions ne sont pas encore clarifiées, je pense, parce qu'il y a aussi une collaboration avec donc évidemment une démarche expert pour préparer le jeu sérieux, mais il est également prévu, bien sûr, de le mettre à disposition plus largement. Une troisième, donc pourquoi avoir ciblé les 4e, 3e et non les 6e, 5e? Alors, donc pour les parents, c'était clairement aussi les parents des 6e, 5e qui étaient inclus. Pourquoi cibler les interventions en classe? Alors, c'était pour respecter le programme scolaire et puis aussi, dans les discussions, il était clair que aborder la thématique des virus HPV, la prévention des cancers, sur ces deux différentes tranches d'âge nécessiterait certainement d'autres supports. Alors, une autre façon d'expliquer, puisqu'il y a quand même une grande différence d'âge entre les deux groupes. Et donc, du coup, nous avons décidé de nous concentrer sur les 4e et 3e. Par contre, il est clair que dès qu'on souhaite aussi vacciner éventuellement dans les collèges ou promouvoir la vaccination déjà dès l'âge de 11 ans, ça serait intéressant aussi de mobiliser les plus jeunes avec donc les mots adaptés, les concepts adaptés. Mais pour être efficient dans ce projet, nous avons décidé de nous concentrer sur la 4e, 3e. Comment les collèges ont-ils été choisis? Alors, nous avons travaillé avec une sélection d'académies. Ce n'était pas forcément la même sélection pour la phase diagnostique et la phase expérimentale. Dans la phase expérimentale, alors les régions ont été sélectionnées un peu en fonction de la proximité avec nos équipes de recherche qui sont basées un peu partout en France, mais quand même dans certaines régions. Et donc, dans un souci aussi d'efficience de notre projet, nous avons privilégié des académies qui sont en proximité des sites des équipes participantes. Pour la phase diagnostique, en fait, on avait prévu d'inclure plus largement, donc nous avons eu la chance d'avoir quand même 1500 participants, mais en fait, ce recrutement, cette étude s'est arrêtée avec le premier confinement. Donc, nous avons eu la chance
effectivement, on n'a eu que 5 collèges et donc du coup, on a pris ce qu'on avait. Alors, il y a une bonne diversité dans ces collèges. Là aussi, nous avons eu la chance. Voilà. Pour la phase expérimentale, en fait, il y a eu un raisonnement sur les communes et comme nous devons travailler dans les collèges et les médecins généralistes et en même temps analyser la couverture vaccinale par donc les données de remboursement, il était nécessaire de se limiter à des communes dans lesquelles il n'y a qu'un seul collège. Donc, ça a déjà fortement limité les choix. Et puis après, il y a eu bon, voilà, invitation à de nombreux collèges. Certains n'ont pas souhaité participer. Il fallait aussi, bien sûr, obtenir l'autorisation ou l'accord des académies. Et comme ça, nous avons, au fur et à mesure, donc, réduit le périmètre des collèges participants. Aujourd'hui, nous sommes à 60. Donc, 60 qui ont été randomisés à des différentes composantes de l'intervention. Alors, une suivante. Est-ce que vous pensez que la vaccination anti-Covid a eu une influence sur l'étude? Pardon, sur les? Sur l'étude. Sur l'étude. Alors, oui, elle a eu pas mal d'influence. Alors, comme je l'ai expliqué déjà, la phase diagnostique a été interrompue à cause du confinement. Ensuite, bon, la reconstruction, nous avons pu la mener même malgré les confinements, etc. Et bien sûr, ensuite, la phase expérimentale a été repoussée à plusieurs reprises aussi, puisque à l'automne, il y a eu donc, certaines activités de vaccination contre la COVID dans les collèges. Bien sûr aussi, il y a eu une certaine surcharge dans les collèges par les professionnels avec lesquels nous avons tenté de travailler. Et donc là aussi, il fallait trouver un peu le bon moment, le bon timing pour que ça soit faisable pour les collèges. Et nous sommes vraiment très reconnaissants pour toutes les équipes qui se sont mobilisées malgré cette charge quand même assez importante. Nous avons commencé avec le baseline, donc la collecte de données baseline à l'automne, quand voilà, la gestion de la COVID était encore assez lourde pour les collèges. Une autre, alors, comment a été perçue cette expérimentation par la médecine de ville? Alors, la médecine de ville, nous n'avons pas eu beaucoup de contacts alors, avec la médecine de ville diverses et variées. Je vais dire, par contre, dans notre groupe, il y a bien les médecins généralistes qui ont donc développé leur intervention, qui ont recruté des médecins généralistes. Et donc, à tout moment, le souci, bien sûr, du projet était d'être bien en lien avec les médecins généralistes des communes participantes, mais aussi avec donc, les médecins généralistes plus largement pour les tenir au courant du projet. Donc voilà, je ne peux pas parler des gynécologues. Effectivement, il n'y a pas eu de démarche très spécifique pour informer d'autres spécialistes de cette intervention. Alors, quel est le calendrier vaccinal? On parle aujourd'hui d'une seule injection. Oui, effectivement, ça c'est quelque chose qui a émergé. D'ailleurs, même donc nous avons commencé à discuter de notre projet en 2018, quand en fait la vaccination n'était pas encore recommandée aux garçons. Donc, nous nous adaptons fur et à mesure. Aujourd'hui, pour le projet, on est sur 2 doses, aussi dans les supports de communication. Je pense, alors, je parle là maintenant pas pour le projet PrEP-HPV, mais en tant qu'experte de la vaccination, donc c'est un peu à j'exprime mon avis un peu personnel d'expert, qu'il faut voir. Bien sûr, il semble que, alors on sait que les anticorps, les titres d'anticorps induits par une seule dose sont inférieurs à un schéma à 2 doses. Il semble que ça ne se traduit pas dans les médias sur la protection contre l'infection. Et comme vous savez, le vaccin HPV, c'est un vaccin qui protège contre l'infection. Il ne protège pas contre les cancers une fois qu'on est infecté, mais il protège vraiment contre l'infection. Donc, c'est un exemple, un rare exemple de ces vaccins qui vraiment bloquent l'infection. Et donc, par rapport à ça, il semble que la recommandation d'une seule dose, elle est raisonnable.
Par contre, on ne sait pas encore si ces taux de titres anticorps plus faibles n'ont pas d'impact dans la durée, donc dans la durée de protection contre l'infection. C'est là-dessus qu'il faudrait voir et évidemment, une femme reste à risque, aussi les hommes d'ailleurs, mais on va prendre le cancer du col de l'utérus, une femme reste à risque d'être infectée toute sa vie et puis on peut aussi s'infecter avec les HPV à l'âge de 40 ans donc, et développer dans la suite un cancer. Donc du coup, c'est un peu sur ce point-là qu'il faudra voir s'il est prudent de passer à une recommandation d'une seule dose. Dans le contexte globalement d'une une tension sur les doses disponibles, et puisqu'il y a aussi une recommandation vraiment mondiale pour cette vaccination, il est bien logique aussi que l'OMS recommande de plutôt passer à un schéma d'une seule dose afin de pouvoir mieux partager les doses disponibles. Alors, comment explique-t-on les taux de vaccination extrêmement élevés comparés à la France dans les pays comme l'Angleterre ou le Portugal? Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure un petit peu. Alors, les deux pays vaccinent à l'école. Et donc, du coup, avec cette approche-là, on enlève complètement les barrières qui existent en France, qui ne sont pas seulement le fait que les parents ne souhaitent pas que leur enfant soit vacciné, mais souvent les parents ne sont pas au courant. Nous avons trouvé ça que dans 15% des parents, alors nous n'avons pas fait d'études représentatives, donc je ne peux pas vraiment me fixer sur les 15%, mais c'est quand même vraiment non négligeable la situation où les parents n'ont jamais entendu de cette vaccination. Et puis, autre point, c'est bien sûr aussi que même s'il y a un contact avec le médecin, il y a une certaine lourdeur autour de la vaccination avec la prescription, le retour de chercher les vaccins à la pharmacie, retourner chez les médecins, qui fait que ce n'est pas la priorité des familles, donc il y a certaines opportunités manquées. Pour ces situations-là, et là où les familles sont ouvertes à la vaccination en collège, c'est clairement quelque chose qui pourrait fortement faire progresser la couverture vaccinale. Et donc, ça fait aussi partie de notre évaluation, à quel point cette proposition de vaccination à l'école est acceptée par les familles. Alors, quel est actuellement l'âge recommandé pour les vaccins, sachant que dans certains pays, les personnes sont vaccinées même après 25 ans? Oui, alors en France, aujourd'hui, la recommandation, elle est sur l'âge de 11 à 14 ans. L'âge était plus élevé auparavant. Pour des questions d'immunogénicité, on essaye de descendre avec l'âge. Et il y a même des pays qui vaccinent à partir de 9 ans. Et c'est tout à fait raisonnable parce que, comme d'autres vaccins, pour les enfants, en fait, le plus tôt on le fait, le mieux il induit des anticorps. Donc, du coup, aussi, le plus longtemps va persister cette protection. En France, on peut se faire vacciner jusqu'à l'âge de 19 ans. Donc, c'est le schéma de rattrapage qui est possible, mais beaucoup moins attractif parce que, du coup, il faut 3 doses. Et puis, il faut aussi donc rattraper, organiser soi-même un peu formuler le souhait un peu plus spontané, parce que normalement on est vraiment dans la tâche ciblée par la promotion vaccinale. Il y a aussi la possibilité en France de se faire vacciner pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes jusqu'à l'âge de 26 ans. Donc c'est une recommandation un peu particulière, mais c'est évidemment une vaccination à l'âge adulte qui est par principe beaucoup moins efficace que la vaccination donc, en enfance. Voilà, donc ce sont différentes situations. Il y a eu des discussions aux États-Unis, est-ce qu'on peut laisser la vaccination proposée, aussi recommander la vaccination même pour les femmes à l'âge adulte avancé. L'efficacité, elle est vraiment pas bonne. Et donc, de un, c'est pas quelque chose qu'il faut proposer aux gens parce que c'est pas une solution, ça sert presque à rien. Et on peut éventuellement le laisser faire, c'est pas dangereux de se faire vacciner si on est très inquiet et on n'a pas eu l'occasion avant de se faire vacciner. Mais il est clairement
largement préparable de faire cette vaccination très tôt, donc en France à partir de 11 ans. Merci. Alors, on va arriver dans les dernières questions parce que malheureusement, on n'aura pas le temps de toutes les traiter. Avez-vous pu évaluer les facteurs d'influence relatifs à la présence d'une infirmière dans l'établissement? Alors, si elle est à l'initiative de l'information et ou dans l'organisation d'entretiens motivationnels? Alors là, c'est certainement un point qu'on pourra évaluer quand on va donc regarder les données collectées. Pour l'instant, je n'ai pas de retour par rapport à ça, mais donc un des critères d'évaluation, c'est bien la faisabilité et les facteurs qui déterminent le succès. Et donc, la présence d'une infirmière va aussi faire partie des critères. Je ne peux pas vous dire, bon, mon hypothèse serait que probablement que c'est un facteur positif, mais bon, comme dans beaucoup de choses où il faut peut-être mobiliser des moyens, il est important de collecter les données et démontrer que ça a vraiment un impact positif. Alors, ce projet PrEP-HPV peut-il déboucher sur une proposition de vaccination dans les collèges? Si oui, comment? Alors, oui, c'est bien l'objectif de ce projet. Vous savez peut-être qu'il y a des départements en France qui vaccinent les adolescents au collège, qui mènent des campagnes vaccinales. Et donc, c'est pas quelque chose qui est impossible en France, c'est pas quelque chose qui est prioritaire, c'est vu comme priorité en France. Et donc, bien sûr, si jamais notre projet démontre qu'il n'y a pas seulement un déplacement des vaccinations des médecins généralistes vers le collège, mais qu'on recrute vraiment aussi plus de familles qui, avec cette opportunité, font vacciner leurs jeunes. Et puis, si on rassure aussi par rapport à la vaccination et on mobilise par rapport à la vaccination, l'idée serait certainement d'aller vers la promotion vaccinale dans les collèges. Alors, je parle de promotion vaccinale, mais aussi éventuellement des campagnes. Dans notre projet, c'était très clair qu'on ne pouvait pas mobiliser les professionnels à l'école pour cela, parce qu'il n'y a pas, voilà, on va dire, les moyens disponibles, les ressources humaines, etc. Nous voyons aussi que c'est en principe faisable en collaboration avec les centres de vaccination. Et donc, le projet va essayer de formuler une recommandation sur notre modus operandi qui est faisable si on voit qu'il y a vraiment une augmentation de la couverture vaccinale. Merci Judith d'avoir répondu à l'ensemble des questions. Malheureusement, on ne peut pas toutes les traiter, il y en a beaucoup, donc on vous les transmettra. Donc on sait que ce n'est pas un exercice facile de présenter des résultats des mois de recherche sur seulement 15 minutes, donc encore merci de vous être prêté au jeu. Avant de conclure, j'aimerais tous vous inviter à suivre les activités de l'IRESP et les replays de nos événements donc sur notre site internet iresp.net. Vous pouvez nous suivre également sur LinkedIn et à ne pas manquer donc le 7 juillet, c'est le grand rendez-vous de l'IRESP qui portera sur la démocratie en santé, quelle perspective issue de la recherche en santé mentale. Donc nous vous attendons très nombreux. Donc encore un grand merci Madame Muller pour votre présentation et merci à tous les participants pour votre attention. Je vous souhaite un bel après-midi, à bientôt. Merci, bonne journée.